C'est un peu nul cette pizza quand même. Ouais, voilà, je veux dire, comment je suis censé me manger une pochette, là, un chiffon, un t-shirt, ouais, voilà, un t-shirt, voilà. Je sais pas si c'est un dessous de verre des ou stickers, un voilà. sticker, je sais pas. Oh, et en plus, franchement, placement produit, en plus pour un film, là, montant focus, là. Ah, il y a un cafard quand même. C'était une mauvaise idée. T'as mangé le meilleur personnage de Wall-E, t'es nul. Du coup, moi, le t-shirt gratuit, j'en profite, hein, voilà. Donc oui, bonjour à tous, dans ce petit vlog, ce qui est assez rare dans cette chaîne, voilà, parce que... On devait en faire plus à la base, mais... Oui, mais ça m'inspire de moins en moins les vlogs quand je les fais tout seul, donc voilà, je privilégie les vlogs à deux. Voilà. Dans ce vlog où nous allons parler d'un film qui, je pense qu'il est plus au cinéma à l'heure actuelle, mais voilà. A priori, ça va, il est sur sa 3e semaine. Il est sur sa 3e semaine, d'accord. C'est génial, pour l'instant, il survit, il est sur sa 3e semaine. Nickel, nickel. Voilà, parce que dans le cinéma du coin où je suis allé le revoir, là, oui, parce que à la base on avait été invité à une avant-première, mais j'ai pas hésité à aller le revoir pour payer ma place, quoi. Ah, c'est vrai, ouais, on nous a invité à une avant-première au Baxlinder, je crois, c'est ça? Ouais, je crois bien que c'est ça le nom du cinéma à Paris, voilà. Voilà, on a été invité à l'avant-première de Mutafukaz, voilà, voilà, c'est une prononciation bien spéciale, voilà, parce que vous lisez Mutafukaz, mais en fait c'est censé être un petit peu... Voilà, c'est censé être un petit peu une phonétique pour motherfucker. Ça veut dire... J'apprécie beaucoup ta maman, je l'ai invitée à dîner à un moment, je l'ai laissée au pas de la porte et... Je l'ai invitée à manger en face de la cheminée. Voilà. Et ensuite, je lui ai laissé mon numéro de téléphone, et elle m'a laissé le sien, et je l'ai jamais rappelé. Voilà, je finis mon cosplay de GTA San Andreas, là, voilà. Mais t'es trop gangster, là. En mode pizzeria, oh la vache. Voilà, et depuis qu'on avait fait cette avant-première, voilà, on n'avait pas hésité à recommander ce film à chaque fois qu'on avait l'occasion, notamment dans ma vidéo sur les adaptations de BD françaises, enfin franco-belges. Voilà, les adaptations des aventures de Cadmerat surtout. Oui, voilà. Voilà, non mais c'est ça, dans les BD franco-belges, t'avais fait un dossier fermé là-dessus et tu avais... voilà, et je disais beaucoup de bien des films comme Lou, et j'avais évoqué Mutafukaz qui pour moi représentait très bien ce qu'il fallait faire pour faire une bonne adaptation, quoi. Maintenant, techniquement, on peut dire que cette vidéo a été faite en partenariat, on a été invité maintenant, c'est vraiment full par l'équipe d'Ankama et tout. On a été invité par l'équipe d'Ankama, ils nous ont invités, donné les places pour aller au cinéma, comme vous voyez, ils nous ont envoyé des goodies, voilà, c'est très chouette. Ils nous ont même envoyé le premier exemplaire de la bande dessinée Mutafukaz, voilà, parce que faut pas oublier que c'est une BD à la base. Ouais, ça revient de BD à la base en fait, le truc c'est que comme beaucoup de projets de Ankama, il y a ce désir du faire du cross-média, voilà, du multimédia, du cross-média. Mutafukaz, c'était quand même une initiative très intéressante avec ou sans goodies ou habitation, ce genre de choses. C'était un film qu'on aurait de toute manière vu pour la simple et bonne raison que c'est un de ces projets d'animation fascinants. C'est franco-japonais. Voilà, un de ces projets franco-japonais. Et généralement, les projets franco-japonais, ça peut donner des résultats extrêmement intéressants. Depuis les années 80-90, on a eu des trucs comme Ulysse 31 ou les Mystérieuses Cités d'Or. Et ensuite, dans les années 2000, on a eu cet excellent exemple qui était Oban Star Racer. Et même récemment, pas mal des projets qui sont liés à Dofus ou à Wakfu ont été faits avec l'aide des Japonais. Et ça s'est super bien passé. De ce que j'ai compris, t'as même des animés japonais comme Space Dandy qui se sont faits en partie par une équipe française. Bah, c'est-à-dire que y a le réalisateur en fait de Oban Star Racer, Thomas Romain, travaille sur Space Dandy en tant que designer de tout ce qui est les véhicules, les vaisseaux spatiaux et ce genre de choses en fait. En fait, avec tout ça, on a oublié de parler de quoi parlait ce film. Alors oui, mais effectivement, de quoi ça parle Mutafukaz? Alors Mutafukaz, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Angelino qui essaye de vivre tant bien que mal dans GTA San Andreas la ville. C'est ça. C'est pas San Andreas la ville réelle, non, c'est GTA San Andreas, voilà, c'est tout aussi pourri que dans le jeu vidéo. C'est ça, voilà. C'est la zone, quoi. Voilà, et qui... Un espèce de Los Angeles vraiment super full gangsta, quoi. Voilà. Et parce qu'il est tombé un petit peu sur les lunettes de Invasion de Los Angeles, se fait attaquer par le gouvernement parce qu'il est black. Voilà, en fait...
Et ça arrange pas son... Il est pas noir ethniquement, il est noir vraiment... noir encre. Voilà, c'est... En fait, il a une peau d'alien un petit peu. Voilà. Justement, enfin bref. Ce qui ne pose problème à personne dans le monde de GTA San Andreas la ville, parce que son colocataire déjà c'est Ghost Rider. Oui, voilà. Symbolique du fait qu'il était brûlé. C'est ça, son meilleur ami c'est un crâne brûlé. Voilà, et son autre meilleur ami c'est une fouine qui tient sur deux pattes et qui a... C'est une fouine. Je sais plus c'est quoi une espèce de... J'aurais dit une espèce de cochon chauve-souris chelou avec des grosses lèvres. Ils arrêtent pas de l'appeler chauve-souris, mais à chaque fois je comprends pas pourquoi ils disent chauve-souris, mais c'est peut-être ça. Si, il a les oreilles pointues, il a des petites ailes, il a le groin un peu de certaines chauves-souris. Peut-être, je suis pas spécialiste. En fait, le truc c'est que c'est techniquement les trois seuls trucs qui sont pas humains au milieu de la ville. Tous les autres personnages, sauf certains antagonistes, mais bon voilà, sont humains normaux. Mais il y a eux, ils se baladent dans la vie normalement. Genre, lui c'est juste un petit bonhomme avec une grosse tête chibi tout noir avec juste les yeux qui ressortent et la bouche, le crâne, la chauve-souris, tout le reste normal. Mais personne fait la remarque. Je suppose que c'est un petit peu ça la blague, c'est le fait que les personnages principaux ont un design bizarre et les vrais mecs bizarres, les vrais aliens, c'est ceux qui ont la forme humaine. Ouais, je pense aussi, ce qui est cool, c'est que les personnages principaux, ils sont designés un petit peu comme des mascottes que tu mettrais sur des t-shirts de surf ou des planches de skate ou des trucs un petit peu streetwear. Ouais, voilà, il y a ce petit côté, comment dire... Urbain, oui, mais je pensais à du pop art. Ouais, pop art, street art, graffiti, tout ça, ouais. Ouais, voilà. Ça ressort beaucoup, tout ça. D'ailleurs, artistiquement, tu sais quoi, finis synopsis d'abord. Synopsis, c'est principalement ça. Après, si on continue à avancer sur le truc, on va partir dans les spoilers, tout ce qu'on peut dire à la limite, c'est que ses ennuis sont plus ou moins liés à ses origines et à son père, mais voilà, après... c'est littéralement parce qu'il est black, c'est ça. En fait. Oui, voilà, c'est littéralement parce qu'il est black. Voilà. Parce que tu remarques que les autres aliens, eux aussi, ils sont black, donc du coup, voilà. Voilà, il y a beaucoup de... Bon, ça a l'air très bizarre raconté comme ça, mais c'est un film bizarre en même temps. C'est film très excentrique. C'est un film bizarre, mais quand il réfléchit, il a du sens, quoi. Oui. Ça, par exemple, le sous-scénario avec les catcheurs. Oui. Alors oui, déjà, ça c'est le genre de choses aussi. Je te laisse le raconter celui-là. Oui, alors en fait, c'est-à-dire que à côté des aventures de notre héros qui découvre sa véritable nature, pourquoi est-ce qu'il est black, pourquoi est-ce que le gouvernement lui en veut, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, et au fur et à mesure, il commence à explorer un petit peu le niveau de complot qui se trame à côté de lui. Invasion Los Angeles, encore une fois. Invasion Los Angeles, encore une fois, tu as une mini-intrigue parallèle où tu as des catcheurs luchadors mexicains qui, par une prophétie, doivent sauver... Prophétie dans un mouchoir où le mec il s'était nettoyé un petit peu de sang, ça a mis la forme d'un cafard ou quelque chose, voilà. Donc il fallait suivre les cafards. Il fallait suivre les cafards pour mener vers la base du complot afin d'accomplir la prophétie qui sauve le monde contre les méchants aliens. Voilà, alors dit comme ça, c'est complètement débile, mais quand tu penses au fait que les catcheurs sont plus ou moins des super-héros, voilà, qu'ils ont toujours eu cette inspiration Oui, ça a été vraiment dit qu'en fait, ces luchadors, c'est vraiment une tradition de lutteurs mexicains qui, depuis l'époque des Aztèques et des Mayas, sauvaient le monde et veillaient sur nous au moment où les forces du mal nous attaquent. T'as vraiment un côté folklorique, vraiment la culture populaire dans le sens le plus pur du terme qui... et là c'est amené au premier sens du terme, voilà, parce que les mecs c'est pratiquement les Avengers. Voilà. C'est les Avengers du ring. Ils sont cool, c'est les best gars. En fait, en général, pratiquement presque tous les personnages sont cool, sauf la chauve-souris, Fouine, machin... La chauve-souris est le pire gars. Voilà, c'est une petite merde, un gros lâche. Il n'est pas fiable. Voilà, pas du tout. C'est pas un bon camarade, mes amis. Non. Mais par contre, voilà, les deux personnages principaux, voilà, Ghost Rider et Angelino, voilà, ils sont vraiment très attachants, ils ont toujours de chouettes dialogues et tout. Ils ont une bonne dynamique, c'est vrai, une bonne interaction entre eux, mais ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux personnages sont interprétés par Orelsan et Gringe, le duo donc des casseurs-flotteurs, connus tous les deux pour
la série télé aussi bloquée. Et ainsi pour, que, voilà, comment c'est trop loin. Voilà, comment c'est loin, c'est ça. Comment c'est loin, ouais. Comment c'est trop loin, comment c'est loin, je sais plus c'est quoi le film, mais c'est un très bon film. Affiche là, voilà. Voilà, on mettra une affiche là. Très bon film, encore une fois. Voilà, ces deux-là ont une très bonne carrière en duo de rappeurs. Voilà. Orelsan est connu aussi en solo, mais voilà, c'est deux vrais amis dans la vie, c'est deux vrais mecs qui travaillent en duo constamment dans la vie, et du coup, il y a une bonne interaction. Et niveau doublage, Ghost Rider se démerde très bien, mais Angelino un peu moins, pour une raison très simple, le lip sync. Le lip sync, il est pas toujours top, ce qui est un petit peu le problème quand tu fais un doublage français d'un truc qui a été animé en japonais, je suppose. Alors oui, c'est vrai que c'est là qu'on se pose la question, c'est quoi la VO du coup dans ce film? Est-ce que c'est la version française, est-ce que japonaise, est-ce que du coup ça a été fait en France, mais à la base pour... non, je veux dire, ça a été fait au Japon, mais pour la France, du coup c'est les Français qui ont joué en premier, c'est... Faut voir. Voilà, et du coup, voilà, comme c'est principalement l'animation supervisée par des japonais, c'est le mec qui avait fait Amer Béton, si je me souviens bien. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes personnes. Je crois que c'est le même réalisateur. Non, je ne pense pas que ce soit le même réalisateur. Le même réalisateur, il me semblait que c'était un occidental, en l'occurrence. En fait, c'est les deux, mais il y a Run, qui réalise lui-même le film, l'auteur de la bande dessinée, mais il y a aussi en duo avec le réalisateur de Amer Béton. Non, parce que le réalisateur de Amer Béton, c'est un autre occidental, en fait. Ok. Il a un autre nom, mais il a, par contre, c'est le même studio, ça c'est vrai. C'est le studio 4 degrés Celsius qui effectivement a travaillé sur le film Amer Béton, qui est stylistiquement très proche de Mutafukaz. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est Mutafukaz qui est proche stylistiquement de Amer Béton, et on peut faire un autre rapprochement avec un autre film français cette fois, c'est le film Les Lascars. Oui, totalement, oui. Voilà. C'est très dans le même genre d'univers, le même genre de dialogue et tout, voilà. C'est juste qu'ils ont ajouté un petit twist un peu plus épique, un peu plus super-héros, science-fiction. Exactement. Voilà. Attendez-vous donc à une direction artistique qui est vraiment très intéressante, avec des personnages, avec des contours et des traits qui sont plus tremblants mais qui permettent un niveau d'expressivité et des tronches vraiment sympas, une animation qui joue beaucoup sur les perspectives et les déformations, des environnements urbains et vraiment poisseux, béton, vraiment dur mais avec quelques notes de couleur assez pop, assez rudes, qui ressort un peu cel shadé façon Jet Set Radio et ce genre de choses. Franchement, si vous avez aimé l'esthétique, les Lascars et Amer Béton, vous allez totalement vous retrouver dans Mutafukaz le film. Et aussi niveau contenu mature, voilà, c'est que c'est gore, voilà. Il y a des gros mots, il y a du bouti, c'est grosso modo, il y a du flingue. C'est très Fritz le chat, mais en mieux en fait. Parce que Fritz le chat, j'ai toujours trouvé qu'il y avait pas mal de soucis en termes de narration, le scénario qui sait pas trop où il va, etc. Là c'est un peu plus concentré. Voilà. Alors, il y a toujours ce petit côté, je fais de la violence pour faire de la violence, mais ça a du sens. Voilà, ça montre que le monde est extrêmement pourri, mais en partie à cause de ce complot alien. Mais surtout, ça montre que c'est la pourritude qu'ils ont apportée, ça se retourne contre eux. Parce que la plupart du temps, les méchants, ils se font pas buter par nos héros, mais ils se font buter par le côté urbain, les gangs, là, etc. Voilà. C'est vrai, ça ressort. C'est vrai qu'en fait, finalement, c'est cette conflit entre cette sauvagerie humaine avec la monstruosité alien. Tu te dis quelle partie t'as envie de prendre, qu'est-ce qu'il y a à sauver. Est-ce que notre héros, finalement, il n'est pas, il ne serait pas chez lui nulle part, en fait. Et c'est ça vraiment le truc, quoi. C'est-à-dire, il est alien chez les hommes, il est trop homme chez les aliens, et c'est vraiment un héros qui est paumé. Mais après, le truc, c'est que, pour revenir à la prestation d'Orelsan, c'est vrai que peut-être qu'on sent plus l'acteur qu'un personnage à part entière qui s'efface, qui prend le dessus. C'est un peu le problème avec les doublages comme ça, surtout dans les productions japonaises. Les doublages qu'on appelle Star Talent, où en gros c'est par exemple, c'est un artiste du monde de la musique ou du cinéma ou de la comédie qui est mis en avant pour faire le doublage, pour interpréter par la voix un personnage de dessin animé. Et bien souvent, il y a cette tendance à ce que le star talent, quoi, la star, s'entend trop, se voit trop, plutôt que le personnage, tu vois. Après, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un peu le lip sync qui aide pas. Ouais, mais après, dans le cas d'Orelsan, ça va, c'est pas trop grave. Non, ça colle suffisamment bien, c'est juste quelquefois. Il y a des star talents qui sont vraiment bien pires, on n'y croit pas du tout, mais Orelsan, on sent un peu que c'est Orelsan, on a un peu l'image d'Orelsan
dans la tête qui vient, mais par moment quand même il arrive à s'effacer, il arrive à faire un avec le personnage d'Angelino, et c'est aussi parce qu'il y a des similitudes de caractère entre les deux personnages. Il a vraiment été typecasté, il y a le côté un peu branleur, un peu paumé, un peu loser, c'est un personnage que Orelsan a cultivé beaucoup dans ses clips et dans ses prestations. On retrouve dans le film Comment c'est loin. Voilà, c'est ça, donc là-dessus en fait ça va, et du coup c'est très bien pour ce personnage Angelino qui est vraiment perdu quoi. Du coup l'autre, le Ghost Rider, voilà, ça, lui il s'en sort beaucoup mieux, et c'est pour ça que je pensais que c'était dû au lip sync, parce que lui il a pas de lèvres. Il a pas de lèvres. Il n'y a pas d'animation à faire. Tu parles juste par-dessus lui, tu peux même raconter des blagues en impro, genre oh là là mais c'est comme GTA, ou oh là là sale crevard tu t'es fait la meuf, ou je sais pas quoi. Oui, voilà. Grinch il peut balancer tout ce qu'il veut comme réplique, y a pas de problème, ça passe. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça marche un petit peu moins pour le personnage d'Angelino. C'est un petit souci technique qu'il y a souvent dans ce genre de doublage. En tout cas techniquement, pour parler de technique, c'est impeccable. Y a rien à dire, voilà, c'est bourré de bonnes idées, voilà, comme par exemple la course-poursuite en camion de glace, ou la musique, voilà, généralement la musique je la trouve beauve, mais le seul moment où vraiment je suis dans niveau musique, c'est dans cette course-poursuite là, parce que justement il faut un petit remix avec la musique du camion de glace. Oui, c'est ça, le... voilà, c'est très bien trouvé. La petite musique de Carillon de Marchand de Glace remixée avec un beat qui est plus fort, associé à la course-poursuite, au rythme avec ce qui se passe, c'est vrai que ça défonçait bien la race. Pas mal des scènes d'action généralement défoncent bien la race, hein. Même le début où t'as l'équipe brigade spéciale là, de mecs monstrueux qui ont MIB marqué sur leur plaque pour dire à quel point ils sont subtils. Très subtil. Mais voilà, le raid dans l'appartement de Angelino, il était quand même bien sympa là. Aussi quand les cafards s'associent et fusionnent. Alors généralement les scènes d'action sont cool, c'est juste que niveau musique, celle qui s'en sort le mieux, c'est la course poursuite avec le camion de glace. Après je me souviens pas trop des musiques, mais moi je me suis souvenu d'avoir bien aimé. Mais de toute façon moi j'aime bien un peu tout ce qui est musique urbaine, hip-hop, ce genre de choses. Donc, là c'est une question de goût. Moi j'accroche un peu moins, mais je peux comprendre que d'autres accrochent. Voilà. Mais sinon ça colle parfaitement au film, ça y a pas de souci. Même certaines idées de transition, comme par exemple, quelquefois tu as une interruption un petit peu à la fin d'un épisode de Batman d'Adam West où il te pose des questions. Mais qui sont ces gens en costume noir? Mais qui sont ces mystérieux catcheurs? Voilà, ce qui va avec le côté pop art, mais aussi avec le côté bande dessinée et tout. Voilà, le côté un petit peu comics, un peu pulp quoi. Oui, voilà, totalement. Les histoires vraiment avec de la violence, du sang, des belles meufs, fait sur du papier usé que tu récupères dans un quartier populaire quelque part derrière un kebab, dans un marchand de journaux un peu moisi. Tu vois, c'est à ce côté-là qui est vraiment bien et qui... C'est intimidant mais chaleureux en même temps, tu vois. Et même en termes d'animation, voilà, l'animation elle est pas fixe, elle a pas qu'un seul style pendant tout le truc, quelquefois elle s'amuse à changer, comme par exemple t'as une scène de transition où c'est juste des dessins proches du style de la bande dessinée qui bougent un petit peu pour faire un petit peu montrer qu'il se passe des trucs en attendant, voilà, ou par exemple les séquences de rêve où là l'animation commence à partir carrément dans... c'était quoi déjà le film bizarre là que t'avais parlé dans une de tes vidéos? Mind Game. Mind Game, voilà. Voilà, ouais. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'expérimentation comme ça et c'est très, très intéressant. La Man Game aussi, qui a aussi été créé au sein du studio 4 degrés Celsius, donc tout ce que voilà. Donc de toute façon 4 degrés Celsius, généralement, à part les scènes cinématiques de Street Fighter 4, généralement ils font des productions assez intéressantes visuellement et assez expérimentales des fois. Donc, voilà. Et du coup, dans l'ensemble, voilà, le film est très fun, voilà, l'humour est à la fois drôle et attachant, voilà, parce que ça rend les personnages très sympathiques. Généralement, en fait, si vous aimez beaucoup les films qui se passent dans le ghetto, vous allez beaucoup vous retrouver aussi dans la dynamique entre les personnages de Mutafoukaz et le côté truculent et bien tapageur et très playful des dialogues. Pourquoi je parle en anglais, je ne sais pas. Et aussi, si vous aimez les Carpenters, voilà, tout ça aussi, déjà, voilà, parce que on a dit plusieurs fois Invasion Los Angeles, mais aussi le loser glorifié, un petit peu comme Jack Burton. Voilà, on retrouve un petit peu de ça. Et à côté de Jack Burton, c'est vrai. Ouais, voilà, totalement, surtout avec le personnage de Ghost Rider qui essaye d'aider, mais qui, quand il essaye, il se loupe. Voilà. En parlant de trucs un petit peu légèrement, j'irai pas louper, mais tu parlais on va dire, c'est là qu'il y a un point de dissension entre moi et Mickaël, c'est que tu parlais de la tenue du scénario en fait. Ouais. Et je trouve que
La deuxième partie, en fait, j'ai l'impression que c'est plus lent que le reste du film. Il y a un truc au niveau rythmique qui fait que ça se pose un petit peu, ouais. Ça essaye de créer un lien entre le début et la fin, et tout le milieu, à un moment, il se passe beaucoup de choses, mais tu sais pas trop pourquoi, ou rythmiquement, t'as l'impression que soit ça va trop vite, soit c'est un peu trop lent. Mais je pense que là-dessus, je suis compréhensif, parce qu'il y a un point important à prendre en compte. Voilà, qui détruit un petit peu les convictions du personnage, et du coup, il a besoin de se poser, de réfléchir, de vraiment se dire qu'est-ce qu'il va faire maintenant, etc. Qui fait que le ralentissement dans la deuxième partie a du sens. Voilà. Ça a du sens, mais aussi il y a un autre paramètre qui est plus technique à prendre en compte, c'est qu'à la base c'est une adaptation de plusieurs bandes dessinées. De ce que j'ai lu, en fait, ils font un petit peu une adaptation à la première série Fullmetal Alchemist. Genre les premiers tomes on respecte, mais au bout d'un moment on essaye de changer des trucs pour que ça colle dans cette version là. Voilà, dans cette démarche ça me rappelle un petit peu l'adaptation, c'est même pas une adaptation, c'est juste le film Akira en fait, parce que Akira c'est pas vraiment une adaptation mais c'est pas vraiment une source originale, c'est à dire que la bande dessinée et le film Akira sont mélangés en fait, c'est-à-dire qu'au début ça adapte les quelques premiers tomes, puis ça reprend des éléments de la fin que Otomo voulait faire pour sa dernière BD Akira, mais du coup il essaye de trouver des liens au milieu pour faire en sorte que ça soit tenu et logique, et ce qui fait que Akira, ça a ce côté, même si c'est un excellent film, ça a un côté un peu film bâtard qui essaye de mettre plein d'éléments de façon très compacte et on a l'impression que ça survole beaucoup de choses qui avaient le potentiel d'être mieux explorées. Et c'est un peu le cas en fait. Quand tu vois la BD Akira, en fait, quand tu vois le manga original, tu te rends compte ensuite que les tomes d'après en fait, s'inspirent eux-mêmes d'éléments qui ont été trouvés par Otomo pendant qu'il a fait le film, qui étaient inventés, et du coup, le film a été influencé par le manga, mais le manga a aussi influencé le film, et le film a influencé ceci, cela, et des éléments, des idées ont été explorés ou adaptés, ou des personnages qui étaient juste là 2 secondes dans le film ont intermonté dans le machin. Voilà, il n'y a plus d'original. Voilà. Et je me demande si dans Mutafukaz, il y a un peu ce côté-là aussi. Ouais, quoi, et je crois me souvenir, t'en avais parlé une fois, mais je pense que c'est plus ou moins lié à elle. Elle, ah bah oui, voilà. Déjà, c'est fantastique, j'aime beaucoup quand on nous donne des layouts. Voilà, c'est très cool. Voilà, merci beaucoup. Cool. Voilà, c'est bien d'avoir un morceau d'animation, c'est fantastique. J'apprécie beaucoup. Mais voilà, le personnage, ça c'est vraiment un des points les plus... qui m'a le plus choqué, je veux dire, on va dire, entre guillemets, le mot est fort, mais ça m'a un peu titillé dans Mutafukaz, c'est-à-dire que tu avais ce personnage de la fille, qui je sais même pas si elle a un nom. Elle a un nom, mais je me souviens plus. Voilà, c'est ça, c'est pour te dire. C'est juste que c'est un personnage que Angelino admirait à distance, au loin, au début du film. Parce que c'est pratiquement un ado, donc forcément une jolie fille, ça... Voilà, c'est un petit crush qu'elle voyait de loin, quoi, un petit coup de cœur, quoi. Et le truc, c'est qu'à un moment... vers la fin de la deuxième moitié du film, il décide, et on est dans un gros complot bizarroïde avec le gouvernement ou des aliens ou je sais pas quoi, j'ai envie de lui parler pour lui raconter tout mon truc. Et là c'est pas le truc le plus gênant par rapport au personnage, parce qu'en me revoyant le film, cette scène ça me paraissait logique, parce que ils sont fugitifs, elle sait qu'ils sont fugitifs, et ils expliquent un petit peu c'est quoi leur bordel, parce qu'ils savent pas encore l'amplitude du complot. Elle sait qu'elles sont fugitifs, mais le truc c'est qu'entre temps les personnages n'ont aucune autre attraction avant, c'est même pas une fille qu'il connaît, c'est une fille avec qui manifestement il a jamais vraiment parlé avant. Oui, mais après ça peut être Angelino qui est tout simplement aveuglé par ses émotions fougueuses, voilà. C'est peut-être ça, mais le truc c'est que généralement ça me semble pas être un comportement... je pense que c'est plutôt, je le sens plus malheureusement comme un raccourci scénaristique que comme un trait de personnage volontaire, tu vois. Non, là où je pense, en revoyant le film, je pense que le personnage de la nana a des limites, c'est par rapport à toute sa psychologie, où voilà, elle a un retournement de situation. C'est vrai qu'en plus elle a un coup de cœur, on dirait que quand il lui raconte sa vie, on a l'impression qu'elle aussi, elle a toujours aimé Angelino, qu'il y avait eu un attachement profond avec lui, et à la fin du film elle était genre, oh Angelino,
vas-y, bats-toi contre ton côté obscur et tout ça, comme s'il y avait eu un lien émotionnel qui était profondément tissé tout le long du film, mais alors autant, que concrètement, c'est une fois au début, une fois un peu au milieu, et après rien, tu vois. Parce que autant pour Angelino, on peut dire que c'est justifié par rapport au fait qu'il est aveuglé, mais autant la fille, elle a l'air un peu plus complexe que ça. Donc du coup, il y a quelque chose qui colle pas. C'est sûrement un des trucs qui marche mieux dans la BD, j'ai pas lu jusque là, voilà, mais ça se sent que c'est un personnage qui a été compressé en termes d'histoire. C'est ça, voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, le truc, c'est qu'au niveau de l'intrigue, c'est qu'il y a ce côté compressé qui se retrouve dans Mutafuka. Ce qui fait que certaines personnes, je pense, vont être par moments déconcertées devant la vision du film, mais je pense qu'il y a tellement d'autres plaisirs à tirer de cette expérience pour que ça vaille le coup d'être vu. Le film arrive quand même à bien tenir, voilà, même très bien tenir. Il se concentre sur d'autres points qui, eux, sont bien mieux exploités, comme le principal, c'est quand même l'amitié entre nos deux héros, quoi. C'est vrai. Voilà. Parce que si tu regardes bien, tout ce qu'il y a autour est volontairement bâclé. Je veux dire, l'objectif du complot, on s'en tape. Les Avengers Catchers, on s'en tape. Alors, ce scénario, littéralement, ils se cassent parce qu'ils en ont rien à foutre. Je pense qu'en fait, on est aussi confus que le héros en regardant le film. Ouais, voilà, exactement. Voilà, c'est un personnage qui se cherche une place. Et pour ça, pour retranscrire son sentiment de paumé, et justement, là-dessus, le film est très bien fait. Voilà, au niveau, c'est vrai, du développement du personnage, c'est là que ça marche bien, parce que j'aime beaucoup la fin qui traite le coup du monstre intérieur de façon différente. Vous savez, dans l'animation japonaise ou même dans d'autres séries comme ça. En général, je veux dire, par exemple, prenez l'incroyable Hulk, à la fin, pour gagner, le mec, il doit se transformer en Hulk pour contrôler sa part bestiale ou quoi, mais... Ou même dans Dragon Ball Evolution, désolé. Par exemple. Dans Dragon Ball Evolution, il y avait ce côté-là comme ça, où justement... Qui était super bâclé, mais... C'était très bâclé, mais c'était genre, je suis Goku, mais je suis aussi Ozaru, je dois accepter ma part de monstruosité pour tirer ma vraie puissance. Et Naruto, c'est un peu ça aussi, il doit accepter le démon renard au fond de lui, et des fois, il doit fusionner carrément avec lui pour utiliser pleinement sa puissance et tout. Mais dans Mutafuka, par contre... c'est très différent, en fait. Ça prend une approche qui est... qui est beaucoup plus intéressante en fait. Très intéressante, qui est très différente et qui est vraiment à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude, mais qui fonctionne quand même en fait. C'est vraiment, je vais pas vous dire décrire la scène parce que déjà, vraiment, je pense qu'on a déjà un petit peu plus ou moins spoilé le film et voilà. T'auras mis un avertissement au début. Oui, on mettra plus ou moins spoil, voilà. Plus ou moins spoil, c'est-à-dire on est vague, mais on comprend des trucs. Sincèrement, cette scène de fin, c'est vraiment quelque chose qui parachève super bien toute cette aventure un peu frappadingue, excentrique et Mutafukaz. Donc voilà, on a plus grand chose à dire là-dessus, voilà. Excellent film, s'il est toujours diffusé dans un cinéma près de chez vous, n'hésitez pas, foncez, voilà, surtout que... Faut soutenir, faut soutenir vous étiez pas là pour Dofus, le film, faut être là pour Mutafukaz. Voilà, soutenez l'animation française, soutenez Ankama qui a des super projets et tout, même soutenez directement Run et Mutafukaz. Achetez les BD, achetez les trucs, regardez, il y a des... C'est pas une tête qui donne envie de le voir au cinéma, hein? Regardez ces beaux yeux de biche, il vous supplie de voir son film. Voilà, et si vous le ratez au cinéma, il y aura le Blu-ray, je suppose, voilà, des petits Blu-ray. Voilà, donc, mais c'est bien quand même de faire voir au cinéma, c'est bien de montrer que de l'animation française avec parce que... collaboration internationale et qui en plus à destination d'un public ado-adulte, c'est bien que ça marche quoi. Parce que niveau animation, voilà, en France, on est des bestas, c'est pas... ça se discute, mais on est potentiellement meilleur que les Américains là-dessus. Donc faudrait soutenir ça, mais à chaque fois ça se plante. Disons que surtout c'est que pas mal de talents français se retrouvent aux États-Unis pour bosser sur la synthèse. Le truc c'est que l'idée c'est pas savoir qui est le meilleur ou qui est le moins bien ou quel genre de choses. L'idée c'est qu'en France il y a du talent, en France on essaie de faire des projets intéressants et je pense que Mutafuka c'est une bonne occasion de soutenir cette vision de l'animation en France. Voilà, donc pour le bien de l'animation française, du cinéma français tout court, allez voir Mutafuka. En Blu-ray ou en salle, comme vous pouvez. Voilà. Mutafuka! J'ai l'air très ridicule en gueulant ça très fort. Moi j'ai pas l'air ridicule? Je vais reprendre de la pizza, hein, au bout d'un moment, ça me... Ouais... Attends, pas ça, là. Attends, c'est bien. Non, les pizzas au papier, c'est nul, hein. Je sais pas comment il fait pour aimer ça, Michelangelo, mais... T'as envie d'aménager là-bas pour les vacances? Non. Ok.